Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Écho des entrepreneurs. On voulait évoquer le sujet de la maladie au sein du travail. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, quelle est la maladie que tu as, comment tu vis ça au quotidien et explique-nous un petit peu comment ça se passe. C'est la forme la plus bénigne, donc j'ai de la chance, quoi. Voilà. Est-ce qu'on l'entend quand même, ce mot chance ? Je sais pas, si je l'entends, je sais pas. Et c'est là que je me dis que le travail, c'est thérapeutique. Et donc, en fait, je reprends le travail 15 jours après, dans la difficulté. Mais à chaque fois qu'on me dit quelque chose, on me dit « je sais pas ». Quand les médecins me parlent, c'est « on sait pas ». Donc, c'est pas forcément rassurant non plus. Non, ouais. Pas du tout. Moi, je suis plus dans l'audio que dans la vidéo. Mais là, franchement, allez voir l'épisode avec Amandine, parce que vous verrez le sourire et la force d'Amandine. Et là, ça change tout. Merci beaucoup. Merci. À très vite. La team Digital Echo soutient l'écho des entrepreneurs. Avec Digital Echo, faites de vos messages des podcasts qui résonnent. Donnez de la voix à votre marque. Digital Echo. Vibrez plus fort, résonnez plus loin. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Écho des entrepreneurs. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle le principe de ce podcast vidéo en l'occurrence, mais vous pouvez aussi simplement écouter l'Écho des entrepreneurs sur Spotify ou sur Deezer ou sur Ocha. N'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi ce podcast. Vidéo, je le disais, puisque l'Écho des entrepreneurs, c'est aussi un podcast sur YouTube, c'est une chaîne YouTube, donc là aussi, abonnez-vous, venez nous rejoindre dans cette aventure, et puis un site internet également, l'échodesенtrepreneurs.fr. Alors, on remet un petit peu dans le contexte de ce podcast qui souhaite mettre en lumière des parcours inspirants, singuliers, étonnants, détonnants et plus encore, des tranches de vie aussi. Ça va être le cas aujourd'hui avec Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. On se tutoie ou on se vous voit ? On se tutoie. On se tutoie. Ça m'arrange aussi. C'est plus facile. Alors, Amandine, on va rentrer un petit peu dans ta vie professionnelle. Hein. C'est le principe aussi de l'écho des entrepreneurs. On fait des pas de côté aussi sur un petit peu la vie privée, puisque la vie privée et puis la vie professionnelle, elles se mélangent aussi bien souvent. On va parler de beaucoup de choses avec toi. On avait souhaité aussi t'inviter pour évoquer une thématique, un sujet dont on pense qu'on ne parle pas assez, en tout cas dans les médias. On rappelle, l'écho des entrepreneurs, c'est aussi un média. C'est le sujet de comment vivre avec une maladie au travail, la maladie en l'occurrence au travail. Donc on va explorer un petit peu cette thématique avec toi. Avant de rentrer dans ce sujet-là, on a envie de te connaître un peu mieux. Tu vas nous raconter un petit peu. Alors très rapidement, ton parcours scolaire et puis ton parcours professionnel et ce que tu fais à l'heure actuelle. Avec plaisir. On veut tout savoir. Ça marche. Du coup, donc, je m'appelle Amandine Mathieu, j'ai 39 ans. J'ai commencé en fait au départ par un BTS assistante de gestion que j'ai fait en alternance chez Adecco. J'ai découvert le travail temporaire, les ressources humaines et en fait, ça m'a passionnée. Le côté vraiment toujours très actif du métier. Toujours dans l'imprévu, le fait de servir les entreprises la veille pour le lendemain, dans l'heure, tout ça m'a donné beaucoup de plaisir au travail. Et en fait, quand mon BTS s'est terminé, en fait, j'ai pas cherché ailleurs, j'ai cherché que dans le travail temporaire. Je suis arrivée chez Partner à l'époque, c'était Partner, une entreprise, une PME. On était 200 ou 300 permanents. Donc aujourd'hui, je travaille toujours chez Partner. Donc c'est un groupe de ressources humaines en fait où notre cœur de métier c'est l'intérim, mais on fait tout un tas de choses, de la sous-traitance RH, du recrutement CDD, CDI. Et en fait, moi ma chance c'est que j'ai grandi avec l'entreprise. Puisque là, du coup, ça fait 18 ans que je travaille chez Partner. J'ai commencé vraiment tout en bas de l'échelle sur un poste à mi-temps où je faisais 50% de paye pour les intérimaires et 50% de recrutement en agence. Donc, j'étais à l'époque à l'agence d'Angers. Et puis après, j'ai évolué. Je suis passée par un poste de commercial, responsable d'agence. Donc, j'avais 3 agences sur le Maine-et-Loire. Et puis, il y a 1 an et demi, en fait, on m'a proposé
d'évoluer encore sur un autre poste, alors un poste hybride qui n'existe pas dans l'entreprise, qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc un poste où je suis 50% chargée de tout ce qui est amélioration continue, pour tout ce qui est process, pratique, pour le réseau des agences en France. Et 50% rattachée là plutôt sur la région Pays de Loire, où j'accompagne en fait les agences. Je suis support aux agences. J'accompagne les personnes sur de la montée en compétences, de la formation, du coaching. Voilà. La société Partner, c'est une société nationale ? Alors ouais, presque internationale, on va dire. Enfin, pas presque même, internationale complètement. En fait, on est implanté en Europe, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en Pologne. Voilà. Et donc, tu es un petit peu moins, parce que tu es plus dans l'accompagnement des agences et des équipes, hein, si je comprends bien. Donc, exactement. Peut-être un petit peu moins dans ce que tu faisais avant, là, dans la partie RH. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque un peu Alors le côté pression me manque un peu parfois, c'est vrai, puisque en fait, quand j'ai terminé sur le poste de responsable d'agence, j'étais vraiment en lien avec les clients, les intérimaires. Alors c'est un peu paradoxal de dire ça parce que je dis que ça me manque, mais en fait à ce moment-là j'en pouvais plus. C'est pour ça que je voulais changer, parce que j'en avais marre de cette pression tout le temps. Voilà, la pression d'ouvrir l'agence, de fermer l'agence, de manager les collaborateurs. De gérer tous les problèmes en fait relatifs aux ressources humaines, quoi. Qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te plaît là dans ces missions que tu as à l'heure actuelle, ou dans tes nouvelles missions en l'occurrence? Quand j'ai accepté le poste, moi ce qui m'a motivée c'était rendre service à mes collègues. Voilà, être à disposition des agences. Aujourd'hui le groupe Partner c'est 1000 salariés et en fait tout ce qui fait vivre le groupe, ce sont les agences, ce sont les collaborateurs en agence qui recherchent des profils pour les envoyer dans les entreprises utilisatrices. Donc sans eux, en fait, le groupe, il est rien. Donc moi, quand on me dit qu'il faut être dans l'opérationnel et rendre service à tous les collaborateurs en agence, clairement, ça me motive. Et donc, tu communiques avec ces agences, avec les salariés ou dans ces agences régulièrement, tu les accompagnes dans des formations, c'est ça en fait les missions principales que tu as ? C'est ça, exactement. Ouais, je suis quotidiennement avec eux, j'ai des visios, parfois je suis en présentiel, je les accompagne chez des clients, chez des prospects, je rencontre aussi certains intérimaires. Ouais. Je pilote aussi des comptes clients, donc ça m'arrive aussi d'aller faire des rendez-vous clients avec toute la préparation qui va avec. Ouais. Le relationnel, l'humain, c'est quelque chose évidemment pour toi qui est primordial, important. Ouais, c'est ça que j'aime dans ce métier, c'est toute la partie. Alors c'est plus avec les intérimaires peut-être, mais c'est avec des collaborateurs ou des collaboratrices. C'est ça, mais c'est quand même au service des intérimaires malgré tout. Ouais. Parce que ce qu'on veut, c'est fournir le meilleur service. Et puis on dit toujours que dans notre métier, on a 2 clients en fait, parce que sans l'intérimaire, on n'a pas le client. Bah oui. Donc il faut vendre la mission aux intérimaires, puis il faut vendre l'intérimaire aux clients. Donc alors tu disais que ça fait un bout de temps maintenant que tu es dans cette thématique-là, dans ce secteur d'activité-là. Comment tu l'as vu évoluer ce secteur ? J'imagine qu'on ne fait plus le même métier qu'il y a 18 ans ? Non, en fait on ne fait plus le même métier parce que les mentalités ne sont pas les mêmes en fait. Voilà. Là on est, on a le public a évolué, donc forcément en fait le métier il évolue avec le public. Aujourd'hui les gens ils n'ont plus les mêmes attentes qu'il y a 10 ans, quoi. Ça veut dire que c'est plus difficile qu'il y a 10 ans ? C'est différent ? C'est différent. Alors, c'est peut-être un peu plus difficile dans le sens où aujourd'hui, les gens, ils ont des exigences qu'ils n'avaient peut-être pas il y a 10 ans. Les gens et les entreprises ou... Peut-être les deux. Les deux ? Ouais. Les deux. Les entreprises, parfois, elles n'ont pas encore tout à fait évolué, alors que malgré tout, si aujourd'hui l'entreprise, elle ne change pas son fusil d'épaule, c'est compliqué de recruter, quoi. Ouais. On le voit bien dans beaucoup de secteurs d'activité, le recrutement, c'est véritablement quelque chose de difficile. Alors, moi, pour le voir plus sur le département des Deux-Sèvres, mais plus généralement sur le Grand Ouest, il y a des vrais soucis pour les entreprises de recruter. Comment on peut faire, comment on peut arranger un peu les choses, c'est les messages à faire passer auprès des jeunes générations aussi pour les attirer dans les entreprises. Ça aussi, ça fait partie de vos réflexions, vos questionnements. Ça fait partie de nos réflexions. L'idée déjà, c'est
nous, en tant qu'agence d'emploi, c'est d'aider en fait déjà les personnes qui sont en recherche d'emploi, parce que en fait, on a tout public, des juniors aux seniors. Donc, on a aussi des juniors qui n'ont pas les codes du travail. Donc, il faut leur expliquer en fait comment on se présente à un entretien. Quelles sont les questions qui vont être abordées. Enfin, on les prépare, en fait, on les coach un peu aussi en agence. Et puis après, le client aujourd'hui, donc l'entreprise utilisatrice, il faut qu'elle soit en mode un peu séduction. Voilà, parce que aujourd'hui, le demandeur d'emploi, il a le choix. Ouais. Parfois, il doit choisir entre 5 offres, donc il va aller... il attend qu'on le séduise, quoi. Comment on le séduit ? Eh bien, on lui parle des avantages qu'il va trouver à travailler dans notre entreprise. On va lui parler de la marque. Enfin, on va travailler sur tout ce qui est marque employeur, en fait. Ouais. Les conditions de travail, tout ça, ça compte aujourd'hui. Ouais. La communication numérique est importante ? Oui, forcément. Alors après, c'est pas... Enfin, c'est important, je pense, parce qu'il y a eu la période Covid qui est passée par là, mais aujourd'hui, quand même, on essaye de retrouver l'humain. Je trouve que ça a fait un peu de dégâts. La période Covid, ça a fait du dégât. On a perdu un peu le sens de l'humain. Mais aujourd'hui, quand on vient chercher un travail, ce qu'on a envie, c'est d'être bien accueilli, d'avoir un accueil chaleureux, d'être écouté, puis qu'on nous tienne informés, savoir où en est notre candidature, donner un peu de la visibilité. Mais tout ça, c'est dans le relationnel humain. Ouais. Et c'est ce qu'on vient chercher, je pense, quand on a besoin d'un travail. Ouais. Et tu penses que il manque cette partie-là, un peu de communication, de transparence, d'authenticité, de relationnel encore je pense qu'on est en train d'y revenir, mais je pense qu'avec la période Covid où on a fermé nos portes pendant un moment, après on les a réouvertes, mais on s'est beaucoup orienté vers le digital et forcément on a un peu perdu en fait cette partie humaine. Ouais. Même si on était content de la retrouver, après la période Covid, finalement on a du mal à s'y remettre comme on le faisait avant, quoi. Ouais. Non, et tu sens, t'as vraiment senti une différence entre l'avant et l'après ? Moi je trouve qu'il y a une différence, ouais. Ouais. Alors, a priori, avec regret. Oui, enfin ça c'est moi parce que j'aime les relations humaines, sinon je ferais pas ce métier, mais oui, avec regret pour ma part. Alors, on avait envie de t'inviter pour évoquer ce sujet, je le disais tout à l'heure en introduction. Là, on a mis dans le contexte, évidemment, parce qu'on voulait savoir un petit peu ce que tu faisais, où tu travaillais, comment tu vivais aussi ce métier-là, ces missions-là. On voulait évoquer le sujet de la maladie au sein du travail. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, quelle est la maladie que tu as, comment tu vis ça au quotidien, et explique-nous un petit peu comment ça se passe. En fait, c'est hyper simple. Moi, j'ai jamais été malade. Ouais. Et puis en 2022, un matin, je me réveille et puis je sens mon bras gauche un peu engourdi. Et puis petit à petit, ça gagne tout le bras jusqu'à la main. Et puis comme je suis pas trop, j'aime pas trop aller chez le médecin, j'ai toujours plein d'autres trucs à faire super importants, prise dans le travail, enfin voilà. Eh bien, j'ai laissé un peu traîner. Et puis finalement, j'ai vu un chiropracteur qui a été super et qui a fini par me dire écoutez, je peux rien faire. Effectivement, vous avez donc une sensation bizarre dans la main, parce qu'à la base, c'est pour ça que j'y allais en fait. Je lui ai dit j'ai dû dormir sur mon bras. Voilà, est-ce que vous pouvez me décoincer ? Il me dit là, je peux rien faire. Il faut retourner voir le médecin. Bon. Du coup, je me suis pas trop pressée. À Noël, je suis allée voir le médecin. Et puis le médecin, pas du tout inquiet, m'a dit je pense qu'il faut faire un petit contrôle. Il faut aller voir une neurologue, voir ce qu'elle en pense. Donc j'ai consulté une neurologue qui avait pas l'air inquiète non plus. Et puis de fil en aiguille, elle me programme un IRM. Et il y a quasiment un an, jour pour jour, je fais un IRM, ce qu'ils appellent médulaire, corps entier. Et puis en fait, le lendemain, elle m'appelle. Donc là, ça me fait bizarre un peu. Je me dis, il doit y avoir quelque chose. Et en fait, elle me dit qu'elle voit une tache en fait, sur les clichés. Et donc, elle me demande de passer. J'y vais. Et là, c'est un peu la douche froide parce qu'elle me dit, vous avez une lésion, ce qu'on appelle médulaire, ou plutôt une myélite. Donc en gros, j'ai une lésion de 2 mm au niveau des cervicales. Donc elle me dit, soit c'est un épisode isolé, soit c'est autre chose. Mais dans le autre chose, elle me sort une liste de maladies que je pourrais même pas répéter parce qu'il y en a plein que je connaissais pas, avec des noms très très compliqués. Et elle me dit, du coup, maintenant, on va chercher à savoir ce que vous avez pas pour savoir ce que vous avez. Voilà. Okay. Donc là, c'est un peu la douche froide. Ouais. Un peu la douche froide. Du coup, je suis ressortie, j'étais un peu perturbée.
Et puis, du coup, elle m'explique un peu ce qui va se passer. Donc, sur le moment, j'entends, mais je sais pas si je comprends. Enfin, elle me dit qu'on va faire des examens, tout ça. Je me pose plein de questions. Elle me donne des noms de maladies. Elle me dit qu'il faut pas regarder sur Internet. Enfin, clairement, je dors pas bien, quoi. Vraiment, je dors pas bien. Et puis, ça se termine au mois de juin où, finalement, après un peu un parcours du combattant, parce que pour avoir des rendez-vous, c'est toujours un peu compliqué. Au mois de juin, on me dit que du coup, c'est une sclérose en plaques que j'ai. Mais que j'ai de la chance, parce que c'est une sclérose en plaques... c'est la forme la plus bénigne. Donc j'ai de la chance, quoi. Voilà. Est-ce qu'on l'entend quand même, ce mot chance ? Je sais pas. Si je l'entends, je sais pas. Franchement, avec le recul, je sais pas trop. Oui, j'ai de la chance, mais en même temps, plus j'avance dans mon parcours de soins, plus je me dis, alors j'ai de la chance, mais en même temps, j'en apprends tous les jours sur la maladie et je me dis qu'en fait, c'est une maladie évolutive. C'est ce que je vais vous dire. Ouais. C'est ce que j'allais te dire. Aujourd'hui, elle est bénigne, mais en fait, elle peut progresser à n'importe quel moment, quoi. Donc, à partir du moment où elle me dit ça, moi, j'ai qu'un seul objectif, c'est prendre un médicament, quoi, comme quand on est malade et qu'on va chez le docteur. Donc, en fait, j'ai vécu pendant 6 mois en train de me dire, il faut que je prenne un médicament pour arrêter la maladie, quoi. Donc, j'ai attendu ça, mais j'ai pas pu le prendre tout de suite parce que tout est compliqué. Moi, je connaissais rien, j'avais jamais été malade. Il faut faire des vaccins, il faut faire des contrôles. Enfin, je trouve que tout est compliqué, quoi. Alors, forcément, je le fais parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et puis, au mois de septembre, quand même, je sens que je me relâche parce que je sais que je vais avoir mon traitement fin septembre. Donc, je sens que je me relâche et mon corps réagit. Et il me conduit directement au CHU parce qu'à un moment donné, j'étais pleine de douleurs. Je pense tellement contractée par tout ce chemin, avec en parallèle mon travail, quoi. En fait, c'est comme si j'avais 2 travails. Le travail chez Partner et le travail de la maladie. Donc ça, c'était pas simple. Je finis à l'hôpital où on me dit qu'on va me garder. Alors que moi, j'ai mal, donc je viens juste pour qu'on me donne un médicament, puis je pensais rentrer chez moi, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc je suis restée à l'hôpital et puis j'ai vu que j'étais quand même vachement diminuée. Donc ça m'a mis un peu un coup au moral. Et puis après, on me libère au bout de 5 jours et on me dit vous allez rentrer chez vous, mais vous n'allez pas pouvoir reprendre le travail tout de suite. Donc là, chez moi, je sens que ça commence à me tracasser en fait. Et c'est là que je me dis que le travail, c'est thérapeutique. Et donc en fait, je reprends le travail 15 jours après, dans la difficulté. Je pouvais à peine m'asseoir. Je travaillais assise sur un ballon. Au moins la première semaine. J'avais du mal à conduire, donc j'ai stoppé les déplacements. Mais vraiment difficile. Mais le travail, c'est thérapeutique. Ça m'a sauvée, franchement. Le fait de retourner au travail, ça permet déjà de revoir ses collègues, d'avoir une vie sociale, d'arrêter de penser à la maladie tout le temps, surtout quand on est dans une maladie finalement qui est connue sans être connue. C'est-à-dire qu'on la connaît de nom, la sclérose en plaques, tout le monde connaît. Mais en fait, il y a de la recherche, mais à chaque fois qu'on me dit quelque chose, on me dit je sais pas. Quand les médecins me parlent, c'est on sait pas. Donc c'est pas forcément rassurant non plus. Non, pas du tout. C'est intéressant ce que tu dis quand tu parles que le travail est thérapeutique. On va y revenir dans un petit moment, comment toi tu vis ça et comment aussi tu vis ça avec tes collègues aussi, comment vous partagez ces moments-là, parce que j'imagine qu'il y a des hauts, il y a des bas aussi. On va parler de tout ça dans un moment. Ok. La team Digital Echo soutient l'écho des entrepreneurs. Avec Digital Echo, faites de vos messages des podcasts qui résonnent. Donnez de la voix à votre marque. Digital Echo. Vibrez plus fort. Résonnez plus loin. Je reviens sur ce que tu me disais, que ton travail est devenu thérapeutique. Tu t'es rapidement, t'es revenu rapidement en fait au métier. T'as pas voulu te laisser aller. Je reviens quand même sur la maladie dont tu parlais. Elle est évolutive. J'imagine que quand on te l'a annoncé, tu as commencé aussi à regarder, à te plonger dans des articles, dans des... Il m'a fallu un certain temps. Ouais. Au début, en fait... Tu la connaissais, la maladie ? Enfin, tu la connaissais de nom ? En fait, un peu... Enfin, au début, c'était la douche froide quand on m'a dit sclérose en plaques, parce que pour moi, quand on dit sclérose en plaques, ça veut dire fauteuil roulant. Ouais. Donc ça, c'était vraiment
Je me rappellerai toujours, je suis sortie du bureau de la neurologue et je me suis assise dans ma voiture et j'ai dû m'effondrer parce que je me suis vue en fauteuil roulant, quoi. Mais parce que je connaissais pas bien la maladie. Alors je la connais toujours pas sur le bout des doigts, puisque du coup c'est une maladie qui est quand même, qui a encore besoin de recherche, sur laquelle on sait pas grand chose, comme je le disais, donc ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Après, il m'a fallu un certain temps. Je dirais que j'ai commencé à écouter des podcasts, à regarder Internet. Je commençais mon traitement, quoi. Donc c'était déjà au mois de septembre. Ça faisait déjà quasiment 1 an que je m'étais réveillée avec ma sensation un peu bizarre dans le bras. Donc j'ai commencé à faire des recherches à ce moment-là. Parce qu'en fait, dans cette maladie, il y a quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'on a des lésions. Donc on peut avoir des lésions soit cérébrales, soit médulaires, ou les deux. Et en fait, moi, j'ai les deux. J'ai des lésions cérébrales et j'ai une lésion médulaire. Et en fait, j'ai découvert, alors tout ça bien sûr avec l'explication de la neurologue, que en fait, mon bras, c'était pas ma première poussée, ils appellent ça, alors une crise, une poussée. C'était pas le premier épisode. En fait, j'avais eu une première poussée 6 mois plus tôt, où en fait, j'ai eu une parasthésie du visage au niveau gauche. Donc toute la joue, les lèvres, à descendre dans la gorge. Et en fait, cet épisode-là, ça a été un épisode hyper drôle parce que, en fait, j'arrêtais pas de dire à mes collègues « Ah, c'est bizarre, j'ai la lèvre engourdie comme si je sortais de chez le dentiste. » Donc ça me faisait beaucoup rire. Ça a commencé comme ça, du jour au lendemain. J'avais l'impression que je bavais, donc j'arrêtais pas de me regarder dans les miroirs. Et puis le matin, j'en rigolais tout le temps. Et en fait, non. J'ai mis ça après, moi, sur le dos de la Covid, parce que 5 jours plus tard, j'étais positive à la Covid. Mais en fait, c'était pas du tout la Covid. En fait, j'ai une lésion cérébrale qui correspond à cet épisode de parasthésie du visage. Donc, c'était pas ma première poussée. Donc, je me suis... j'ai commencé à me renseigner sur comment j'aurais pu déclencher cette maladie. Je me suis posé pas mal de questions. Et puis, j'ai aussi sollicité un deuxième neurologue pour avoir un autre avis, parce que j'avais besoin d'y voir un peu plus clair. Ça m'a permis de rentrer dans un groupe d'éducation thérapeutique. Ça, j'ai trouvé ça super. En gros, j'ai intégré un groupe de 7 ou 8 personnes à raison de 4 demi-journées, où en fait, on vient prendre de l'information sur des thèmes. Donc ça commence par la connaissance de la maladie, c'est quoi la sclérose en plaques, quelles sont les conséquences. Il y a un thème sur la fatigue, il y a un thème sur le travail. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Après, je suis restée un peu sur ma faim. J'ai trouvé que ça pouvait être encore un peu développé, notamment sur la partie travail, parce que moi, par chance, dans les ressources humaines, le handicap, c'est quelque chose que je connaissais. Et donc, quand en fin juin, début juillet, on me dit vous avez la sclérose en plaques, moi je me dis, toutes les connexions se font et je me dis impeccable, c'est bon, je sais ce que j'ai, je vais faire des dossiers, je fais mon dossier en ALD à la Sécu, je sollicite une personne du groupe partenaire qui accompagne en fait les salariés dans une démarche de reconnaissance travailleurs handicapés. Je prends contact avec le service de santé au travail. Je rencontre la cellule Cap Emploi, qui a un service qui s'appelle le maintien dans l'emploi, qui a pour objectif de maintenir le plus longtemps possible en poste des personnes qui sont titulaires d'une RQTH. Donc ça m'a vachement aidée. Et finalement, je ne l'ai pas retrouvée, toute cette partie-là en lien avec le travail, je ne l'ai pas retrouvée dans l'éducation thérapeutique. Et ça m'a un peu, pas choquée, mais en tout cas, ça m'a un peu alertée. En fait, j'ai eu l'impression qu'on disait tu vas pas bien, prends un arrêt maladie, quoi. En fait, les gens qui étaient autour de la table, on avait des conversations et je me sentais parfois un peu en décalé en me disant moi j'ai envie de continuer à travailler, quoi. Et quand j'entendais tout le monde dire moi je suis à 80%, et que la neurologue elle me disait ce serait peut-être bien de passer à 80%, moi je disais mais non, en fait je veux pas être à 80%, moi je veux travailler, quoi. Je veux en fait qu'on me donne ce qu'il faut pour me soigner et je veux travailler à 100%, quoi. Donc après ma volonté, je sais pas d'où elle vient, mais en tout cas le fait d'en avoir parlé à mon travail, ça m'a beaucoup aidée aussi, parce que j'ai une entreprise qui a des valeurs, des valeurs humaines, des valeurs de proximité, et je me suis sentie soutenue
accompagnée. Et ça me motive aussi pour retourner au travail. Et puis en même temps, on me fait pas sentir que je suis différente. On me fait juste sentir qu'on est au courant et que s'il y a quoi que ce soit, il faut pas que j'hésite à le dire. Donc je suis super à l'aise. J'ai pas peur de dire ouais, aujourd'hui ça va pas, je suis fatiguée. Voilà, mais ça ira mieux demain, quoi. Quand tu l'annonces aux gens, alors ça peut être dans le monde du travail ou ici là, au micro, quel est généralement le regard des autres? Parce que c'est vrai, comme toi tu l'as pu le ressentir aussi quand on te l'a annoncé, sclérose en plaques, ça fait peur comme terme, parce qu'on a aussi une méconnaissance de cette la maladie. Généralement, oui, le regard des autres, c'est quoi? Je trouve pas qu'ils changent le regard des autres. Ils sont surpris. Je pense parce que c'est pas marqué sur mon front, quoi. Voilà. Et puis que je le montre pas. Après, c'est vrai que du coup, je prends beaucoup d'énergie aussi pour le cacher au quotidien. Quand je suis fatiguée, je le dis pas forcément tout le temps non plus. Enfin, voilà, sinon je le dirais tout le temps, tous les jours. Et donc ils en auraient marre, mes collègues, de m'entendre dire je suis fatiguée. Donc je le dis peut-être plus qu'avant, mais en tout cas, je mets beaucoup d'énergie pour pas le montrer. Donc si je le dis pas, je pense qu'on peut pas s'en douter. Donc ils sont surpris. Ils sont surpris de me voir travailler autant. Ils sont surpris de me voir engagée, de me voir me déplacer, d'avoir le sourire, d'essayer de garder le moral. Alors après, c'est vrai que c'est un peu une façade parce que c'est pas tous les jours comme ça non plus. J'imagine, ouais. Ouais, j'ai des moments où c'est quand même plus difficile moralement. Ça fait un peu comme les montagnes russes, quoi. Ouais. Voilà, j'ai cette maladie, c'est mon 2e travail, donc ça me prend aussi beaucoup d'énergie. J'ai l'impression qu'il faut que j'ai 2 agendas. J'ai pas de routine, tout le temps plein d'examens à prévoir. Tout ça, ça me fatigue aussi pas mal. En termes de charge mentale, j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. Faut apprendre à vivre avec. C'est ça. Quand on te l'a annoncé en juin, début juillet, est-ce que... Alors, il y a le coût de l'annonce, évidemment, j'imagine. Enfin, je tente d'imaginer. Est-ce que assez rapidement t'as pensé tout de suite à reprendre le boulot? Est-ce que tu t'es dit... J'ai jamais pensé à arrêter, en fait. T'as jamais pensé à arrêter? Non, parce qu'avant je me suis jamais arrêtée. En fait, j'ai tout au long de mon parcours, j'ai jamais pris d'arrêt avant le mois de septembre, parce que en fait tout de suite, quand j'ai vu que au mois de mars-avril, quand on m'a dit il y aura plein d'examens à passer, j'en ai parlé tout de suite à ma responsable de région et puis à mon directeur général. J'ai aussi appelé mon PDG, avec qui j'ai vraiment des liens de proximité et qui m'a beaucoup soutenue, sur qui je sais que je peux compter. Et ils m'ont dit, voilà, en fait, t'as des rendez-vous, d'accord, mais en fait, c'est pas un sujet. Voilà. Moi, je leur ai dit, vous pouvez compter sur moi, je suis là. Ils m'ont dit, ok, pas de souci, c'est pas un sujet. Donc, ça m'a pas inquiétée. Voilà, j'organise mon temps, je rattrape mon temps quand je prends 1 heure pour aller à un rendez-vous. Je sais qu'on est au clair là-dessus. Je sais qu'ils peuvent me faire confiance. Enfin, voilà. Je pense que je leur ai déjà montré en 18 ans qu'ils pouvaient compter sur moi. Voilà, ça j'ai appris aussi à prendre ce recul-là. Et puis, voilà, après, j'avais pas envie d'arrêter de toute façon, parce que le travail, c'est thérapeutique. Encore une fois, quand on va au travail, on pense pas à tout ça, quoi. Ça veut dire que là, au quotidien, ou en tout cas dans tes périodes de travail, tu as des examens tous les combien? C'est variable, en fait, ouais. Ça dépend. Il y a des mois où j'ai plus d'examens. Enfin, déjà, j'ai des examens sanguins tous les mois. Voilà, pour surveiller mon traitement, parce qu'en fait, la sclérose en plaques, on peut pas la soigner. En fait, c'est incurable. Mais par contre, on peut, on va dire, contrôler l'évolution. Donc en fait, on prend un médicament qui vient pas détruire, mais en tout cas réduire le système immunitaire. Parce qu'à la base, la sclérose en plaques, c'est mon système immunitaire qui se sent agressé et qui génère des inflammations. En fait, moi je dis qu'il déconne, tout court. Quand j'explique à mes enfants, je dis voilà, le système immunitaire de maman, il déconne. Voilà, bon, c'est pas très... je sais pas si c'est très exact comme explication, mais en tout cas, eux, ils ont compris. Donc, chaque mois, voilà, j'ai choisi une injection. Donc, je me fais une injection mensuelle, comme des stylos, en fait, pour les diabétiques. Voilà, et ça vient réduire mon système immunitaire pour éviter qu'il s'emballe. Donc, effectivement, j'ai moins de défense immunitaire. Donc, là, j'ai passé l'hiver à être malade, c'était chouette. Mais bon, voilà, il faut accepter, quoi. Ouais.
Tu as des enfants parce que tu viens Ouais, j'en ai 2. T'en as 2, ils ont quel âge ? Mon grand, il va avoir 14 ans et ma fille, elle a 11 ans. D'accord. J'imagine que vous discutez beaucoup pas du tout ? Pas trop, non. Pas trop ? Non, pas trop. Ouais. Non, en fait, j'en parle pas trop. J'ai pas envie, en fait, d'en parler trop. Parce que je veux pas inquiéter. Ouais. Déjà, parce que eux, ils sont plus petits, donc ça prend tout de suite des proportions plus importantes. Donc j'ai des informations qu'ils n'ont pas, comme par exemple le fait que c'est pas une maladie héréditaire, mais c'est quand même dans les gènes. Donc je sais plus les chiffres, mais mes enfants ont, je vais peut-être dire une bêtise, mais en gros 5 fois plus de chances que tes enfants, par exemple, si tu n'as pas la sclérose en plaques. En tout cas, les miens, ils ont 5 fois plus de chances de développer cette maladie derrière. Donc ça, c'est des choses qui en fait, serait susceptible de les inquiéter, peut-être pour rien. Donc non, j'en parle pas trop. Ils questionnent pas, ils te posent pas des Au début, ils m'ont posé des questions pas mal, surtout quand il y a eu les examens. On fait une ponction lombaire pour valider le diagnostic. Donc je suis partie à l'hôpital une journée. Le seul arrêt que j'ai pris, une journée d'arrêt, tu vois. Donc c'était pas énorme. Là, ils m'ont posé quelques questions. Je peux voir ton pansement, enfin voilà, des trucs d'enfant, quoi. Mais c'est tout. Non, après, ils posent pas de questions. Parce que là, ils sont jeunes adolescents maintenant, donc évidemment, ils sont en âge aussi de compréhension, de comprendre un petit peu tout ça. Et je pense que ça va se faire aussi au fur et à mesure de leur... ils vont grandir aussi, donc voilà, il y a une... après, je leur ai quand même expliqué les choses. Et, oui, tu n'as pas menti non plus sur... Non, pas du tout. Mais par exemple, à l'éducation thérapeutique, ils proposaient de faire une séance complémentaire justement pour savoir comment parler à ses enfants. Et moi, j'y suis pas allée parce que moi, de mon côté, j'avais fait des recherches et j'ai trouvé un livre super qui a été fait par une illustratrice, c'est une BD qui elle-même est touchée par la sclérose en plaques. Et c'est une BD qui est très imagée, avec peu de dialogue. Alors, comme mon fils, il aime pas trop lire, je me suis dit, tiens, ça c'est top. Donc, j'ai acheté ce bouquin qui s'appelle Le Passager. Et ils l'ont lu tous les deux. Voilà. Et ils m'ont dit, à la fin, on en a parlé rapidement. Et ils m'ont dit, c'est comme toi, maman. Voilà. Donc, je pense que ça leur a parlé. Ils ont fait le lien. Et voilà. L'idée, c'était qu'ils voient comment ce que je ressentais au quotidien, parce que ce que j'ai pas dit, c'est quand on a les épisodes de paresthésie, après ton corps il cicatrise, c'est comme quand tu te coupes. Et bien parfois, ou quand tu as une fracture, parfois quand il fait pas beau, ta fracture elle te fait encore mal après, des années après. Et ben moi c'est pareil, en fait, quand j'ai une lésion, elle cicatrise, mais en fait parfois je peux garder des séquelles. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont aujourd'hui des handicaps, c'est que eux en fait ils cicatrisent, mais ça cicatrise et le handicap reste. Alors moi, au visage, j'ai tout récupéré. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, au niveau du pouce gauche, j'ai pas récupéré. En fait, j'ai mon pouce gauche qui est engourdi, plein de fourmis. Donc j'avais envie que les enfants, dans la BD, elle en parle très bien. Donc ils découvrent que ce que je pouvais ressentir. Et elle, c'est très imagé. Elle met des petites fourmis partout sur la main ou aux jambes. Enfin voilà. Donc ça explique super bien ce que je ressens. Et tu as encore de ce genre de période, j'imagine aussi, ou d'engourdissement Je l'ai tout le temps. Le pouce, je l'ai tout le temps. Ouais. D'accord. Et sur le reste du corps, ça peut t'arriver à n'importe quel moment En fait, si j'ai une autre lésion, oui. Ouais. Potentiellement, c'était un peu mon angoisse avant d'avoir un traitement qui bloque les poussées. C'était de me dire, je vais m'endormir normal ce soir, mais demain, je sais pas comment je vais me réveiller, quoi. Donc là, je dors un peu mieux. Voilà. Depuis que j'ai le traitement, parce que je me dis que ma maladie, elle est contrôlée. Ouais. Mais... ouais, voilà. Là, j'ai les fourmis dans mon pouce. Voilà, je le sens tout le temps, mais bon, je m'habitue, quoi. Ouais. Alors, je suis content qu'on fasse un podcast vidéo, parce que tu parles depuis tout à l'heure de ça avec le sourire. Je trouve ça génial. C'est une force, je trouve. Non ? Je sais pas. Alors, j'imagine que tu étais comme ça avant, c'est pas nouveau. Ouais. T'as toujours eu ça en toi, hein. C'est pas parce que tu as eu la maladie que t'as commencé à sourire. Je pense que c'était dans ta nature à toi. Oui. Mais en tout cas, ça s'est poursuivi. Je trouve ça. Alors, tu disais que ça faisait aussi un peu de façade. Oui, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Ouais. Non, j'ai des moments un peu de. Enfin, j'ai eu des moments. J'en ai encore, mais de découragement. Ouais. En fait, parce que je trouve que tout est compliqué, quoi. Je découvre le système
le système en fait. Je le découvre. Voilà, pour avoir un rendez-vous pour faire une ponction lombaire, c'est compliqué parce que le CHU reçoit pas ton dossier. Je relance 6 fois on me dit oui c'est en cours. En fait finalement ils ont jamais reçu le fax parce que oui ils sont encore par fax. Enfin des trucs qui me semblent lunaires quoi. Ouais. Moi dans mon métier, on n'envoie plus de fax depuis je sais pas peut-être 10 ans quoi. Je sais pas, je me trompe peut-être. Mais ouais je trouve que tout est compliqué quoi. Et puis voilà, et puis il y a des choses qu'il faut respecter, il y a des délais, on me demande de faire des vaccins, il faut attendre tant de temps pour avoir un vaccin. Je vais chercher mon vaccin, on me dit bah ouais, là je vous donne la première dose, mais la deuxième dose on est en rupture. Je me dis bah mince alors je vais faire comment pour avoir ma deuxième dose, parce que si j'ai pas ma deuxième dose, j'aurai jamais mon traitement. Enfin voilà, c'est... Alors que un mois avant, je me réjouissais parce qu'on me disait cool, ça y est, tu vas pouvoir commencer ton parcours vaccinal quoi. C'est les montagnes russes en fait. Ah ouais. Donc j'ai des moments de découragement quoi. Ouais. On va revenir dans un petit moment pour savoir un petit peu ce que moi j'ai envie de savoir, c'est comment tu le vis au quotidien dans le métier avec tes collègues, parce que ça s'appelle quand même l'écho des entrepreneurs, donc on veut savoir un petit peu comment tu vis ta maladie au sein de ton entreprise. La team Digital Echo soutient l'écho des entrepreneurs. Avec Digital Echo, faites de vos messages des podcasts qui résonnent. Donnez de la voix à votre marque. Digital Echo, vibrez plus fort, résonnez plus loin. On a beaucoup discuté de ta maladie, de comment tu as vécu tout ça, l'annonce, comment tu vis tout ça, comment tu vas vivre aussi tout ça, parce qu'évidemment ça ne s'arrêtera pas. Ce qu'on voulait aussi savoir, c'est ta maladie au sein de ton entreprise. Alors, tu parlais de chance tout à l'heure. Tu as évoqué le mot chance. Je vais reprendre le mot parce que j'ai l'impression, en tout cas quand je t'entends, que la chance, en tout cas, c'est évidemment pas le diagnostic et la maladie. On est bien d'accord. Quoi qu'on en dit, peut-être certains que c'était peut-être bénin, ou en tout cas pas grand-chose par rapport à d'autres, mais je n'emploierai pas le mot chance. Mais par contre, je vais récupérer le mot chance pour l'entreprise peut-être dans laquelle tu travailles. J'ai l'impression qu'il y a une empathie, une écoute de tes collègues, de tes responsables qui ont vite compris ta maladie, qui font tout, en l'occurrence, pour que ça soit le mieux adapté pour toi au sein de tes missions. Ouais, après... j'en ai parlé facilement déjà à mes responsables, ça c'est sûr, mais après dans la région, donc j'ai mes collègues avec qui je suis relativement proche parce que je me déplace dans les agences, etc. Et en fait c'est vrai qu'au début comme c'était un peu compliqué moralement, je pense que ça s'est vu et que c'était pas dans mes habitudes et j'avais du mal. Il y avait plus le sourire. Il y avait le sourire, mais les larmes elles montent facilement. Donc ça m'est arrivé en fait. De parler avec des collègues et puis de m'effondrer quoi. Donc à un moment où j'ai décidé que ce serait pas tabou, de toute façon j'ai rien à cacher donc j'en ai parlé, je l'ai dit facilement à tous les responsables d'agence parce que je les côtoie quotidiennement, c'est mes collègues de toujours quoi. Et puis on partage plein de moments dans le travail et puis aussi hors travail, donc et ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai trouvé de l'écoute déjà, du soutien, et puis finalement je sais qu'aujourd'hui si je suis fatiguée, ils vont pas me juger quoi. Voilà, ils me jugent pas et pour autant on n'en parle pas tous les jours non plus, mais sûr. Ils sont au courant et voilà, comme ça j'ai pas de gêne non plus à avoir moi par rapport à ça. Et puis je sais que je peux compter sur eux. Quand j'ai été hospitalisée, parce que j'avais des douleurs partout, ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques, j'ai reçu plein de SMS de mes collègues qui m'ont beaucoup, beaucoup touchée. Et bien évidemment, quand je suis revenue, j'étais heureuse de les retrouver, quoi. Voilà, ils m'avaient manqué. Ouais, c'est une famille. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, au travail, on y passe plus de temps que chez soi. Donc, c'est aussi important que sa famille pour moi. Alors j'imagine, là tu es dans un environnement professionnel, je le disais, empathique. C'est sans doute pas toujours le cas dans les entreprises. On n'en parle pas beaucoup de ce sujet-là, des maladies invisibles. Ouais, c'est ça, invisibles. Les maladies invisibles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en parler un petit peu plus, pour informer les dirigeants, les chefs d'entreprise, les responsables des ressources humaines, les gens qui en sont atteints, qui n'en parlent pas,
les difficultés que certains peuvent aussi avoir dans leur secteur professionnel, dans leur entreprise. Et moi, je suis contente d'en parler comme ça, tu vois, avec le sourire, avec de l'énergie, parce que je me dis que ça peut faire passer un message justement à toutes ces entreprises, tous ces entrepreneurs, où ils vont se dire, ben voilà, elle a la sclérose en plaques et pour autant, si elle me le dit pas, je pourrais l'embaucher, voilà, elle fera toujours son travail à fond, elle sera engagée, et ben des gens comme moi, je suis sûre qu'il y en a plein. Et voilà, en fait, moi, ce que je veux pas, c'est qu'un entrepreneur aujourd'hui se dise, ben, elle a une maladie invisible, cette personne, du coup, je vais pas la prendre parce qu'elle sera pas aussi productive qu'une autre. En fait, je suis pas d'accord. Moi, je pense que effectivement, parfois, on est plus fatigué, mais en même temps, quand l'engagement est là, on peut soulever des montagnes, en fait. Enfin, voilà, ça me paraît pas impossible. Et je pense qu'il faut lever ces freins-là, en fait. Et en parlant, justement, ça permet aussi peut-être aux entrepreneurs qui, comme moi, pensaient que la sclérose en plaques, c'était direct le fauteuil roulant. Bah non, en fait, c'est pas direct le fauteuil roulant. Pas pour tout le monde. Voilà. Fort heureusement. Ouais, c'est du cas par cas, c'est pas voilà. C'est ça. Et j'ai vu dans un article qu'en fait il y a autant de sclérose en plaques qu'il y a de malades, parce qu'ils disent que c'est propre vraiment à chacun, que chacun vit sa maladie un peu à son niveau. Mais moi je baisserais pas les bras, en fait. Je pense que tout le monde a sa place et il y a une place pour tous. Et après c'est juste une petite question de dosage. Mais quand l'entreprise elle a des valeurs et qu'elle a la volonté, voilà, d'avoir des personnes engagées, il faut passer au-delà, en fait, de la maladie. Puis après, il y a toujours des solutions. Aujourd'hui, il y a un système avec des tas d'aides, d'accompagnement pour les entreprises, justement, qui prennent des personnes qui sont atteintes de maladies invisibles. Il y a plein de choses qui existent. Parce qu'on parle beaucoup effectivement de handicap, voilà, des personnes qui sont en fauteuil roulant, qui intègrent des entreprises. Mais c'est vrai que ces maladies-là, parce qu'il y en a d'autres, il y a la sclérose en plaques, il y en a plein. On n'en parle pas parce qu'on ne le voit pas. Ça doit être aussi difficile des fois à un dire. Peu. Ouais. Un peu, ouais. Des fois, des fois, je trouve que c'est un peu injuste. Parce que je me rappelle, on m'a dit, c'est bon, t'inquiète pas, t'as rien, tu vas pas mourir. C'est sûr. Je vais pas mourir. Ouais, je vais pas mourir, non, mais c'est sûr. Avec la sclérose en plaques, on meurt pas. On meurt pas de la sclérose en plaques. On meurt avec. C'est pas pareil. C'est une nuance. Ouais, c'est une vraie nuance. Et c'est d'ailleurs cette phrase-là que j'ai dit à mes enfants. Parce que pour eux, maladie égale mort. Surtout après une période Covid où on nous explique que c'est dangereux, qu'il y a plein de morts, etc. Enfin, pour des enfants qui se construisent, c'est marquant, quoi. Donc oui. Comment tu... Alors la question n'est pas facile, je l'accorde, parce que tu n'as sans doute pas non plus les réponses. Comment tu vois l'avenir avec cette maladie-là, et tu vis au jour le jour, parce qu'évidemment tu ne sais pas non plus comment elle va évoluer. Tu te projettes ou pas? J'ai des petits buts. Là pour l'instant je fais étape par étape. Mon objectif là, après 1 an, c'est de faire le point, ce que je vais faire ce mois-ci. On va faire un contrôle par IRM, en fait, pour voir si j'ai des nouvelles lésions, si ça a évolué ou pas. Donc ça, c'est mon premier objectif. On va donc savoir si le traitement que je prends depuis 6 mois, il est efficace ou pas. Ça, c'est très, très gros objectif. Une fois que j'aurai passé ça, j'ai envie que ça devienne un peu comme une routine pour plus y penser. Ou en tout cas, que ça m'occupe un peu moins l'esprit. Ça, c'est ce que je souhaite. Dans l'année 2024, peut-être début 2025, je sais pas trop, on verra jusqu'où ça va, mais voilà, le plus vite possible, ça peut être une routine et le mieux ce sera. Et puis après, ce que je souhaite par-dessus tout, c'est continuer à vivre normalement, sans rien changer. Voilà, je veux rien changer, là pour l'instant je peux pas reprendre le sport, mais dès que je pourrais, j'ai envie de reprendre le sport, j'aime sortir, voilà, j'aime marcher, je veux continuer à aller au travail, à me lever le matin. J'ai pas envie de passer à 80%, je veux rester à 100% investi. Je veux réussir à doser ma fatigue. Voilà, pour être le plus présente possible. Je sais que c'est possible. Après,
comme me dit mon interlocutrice chez Cap Emploi, il faut garder quelques cartouches parce qu'on est sur une maladie invisible, évolutive. Et peut-être qu'à un moment donné, je sais que j'aurai pas le choix et qu'il faudra que je prenne un peu plus de temps pour moi. Donc, je me dis, voilà, si ça arrive ce moment-là, il faudra à ce moment-là que je fasse le travail qu'il faut dans ma tête pour accepter. Ce sera pas facile, mais je le ferai. Mais en attendant, non, le plus possible, je veux continuer à travailler parce que, se lever le matin, parler à ses collègues, c'est un but, c'est important. Ouais. C'est thérapeutique. Ouais. Et faire passer le message aussi. Ouais. Faire passer le message aussi à toutes les personnes qui ont cette maladie pour leur dire que rien n'est impossible. Alors après, j'ai peut-être une force de caractère parce qu'il y en a plein qui me disent mais comment tu fais je sais pas trop comment je fais, mais des fois je vais puiser très très loin. Mais je le fais parce que je sais pas, peut-être parce que je suis comme ça. Après, on a tous des caractères un peu différents. Mais aussi pour montrer à mes enfants que oui, des fois on a des difficultés, mais qu'il faut les surmonter. Après, je leur montre pas quand c'est trop difficile, mais ouais, il faut se battre en fait. Il faut se battre. Ouais, tu as en tout cas dans ta voix, on l'entend bien, la force. Ouais, j'essaye. J'essaye de me battre au quotidien. Après, peut-être. Un jour aussi, j'aimerais bien... ça, je l'ai dit tout de suite. Je l'ai dit tout de suite dans les 6 premiers mois, mais un jour, j'aimerais faire quelque chose pour cette maladie. Donc, me laisser l'opportunité de faire ce podcast, c'est super parce que justement, ça me permet de faire quelque chose pour cette maladie, mais autant pour les entreprises que pour les salariés. Ça me permet de leur parler directement de cette relation entre le travail et la maladie. Donc ça, c'est top. Mais j'aimerais bien faire plus encore. Alors après, pour l'instant, je me projette pas dans une association. Je sais pas ce que je ferai, mais je ferai quelque chose d'autre en plus pour cette maladie, en tout cas. Si je peux, je le ferai. Justement, tu parlais de ce podcast là. Quel message tu auras envie de passer là à celles et ceux qui écoutent, à celles et ceux qui sont atteints de cette maladie et qui continuent à travailler, à celles et ceux qui l'apprennent là, juste, à celles et ceux qui s'inquiètent de ça, aux dirigeants aussi. Quel message tu aurais envie de faire passer aujourd'hui ? Pour tous les dirigeants qui écoutent, j'aurais envie de leur dire que malgré la maladie, je pense pas avoir changé mon engagement dans l'entreprise, mon investissement. Donc je pense qu'il y a plein d'autres personnes comme moi. Donc il faut y aller. Il faut passer au-delà et il faut aller chercher des personnes avec des compétences et un savoir-être pour intégrer son entreprise. Je pense que c'est important de ne pas s'arrêter à la maladie. Et pour les salariés et les malades, j'aurais envie de leur dire qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut se battre. Parce que se battre, c'est aussi le fait de se dire que la vie s'arrête pas là, quoi. Voilà. Il faut chercher des solutions, en fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui vient tout seul. Hein. Ouais. Non, c'est sûr. Il y a encore aussi cette image un petit peu... ce manque d'information aussi de la maladie, en tout cas celle-ci. Et plein d'autres, je pense. Ouais. Mais, et il y a un fort besoin aussi d'en parler. Ouais, je trouve. Après, par chance, la sclérose en plaques, c'est connu et il y a de la recherche. Je pense qu'il y a plein d'autres maladies rares pour lesquelles il n'y a pas autant de recherche ou en tout cas autant de dispositifs comme par exemple, je sais qu'au CHU, il y a des groupes de parole. L'éducation thérapeutique, ça se fait pas non plus pour toutes les maladies. Ça, clairement, c'est une chance d'avoir accès à ça. Donc, ça, c'est bien. Mais après, oui, on peut toujours faire plus. Après, c'est sans doute une histoire de finances. Des moyens, évidemment. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Amandine, d'être venue au micro du podcast L'écho des entrepreneurs. Merci à toi. Ouais, mais on va évidemment continuer à suivre ton aventure entrepreneuriale.
Le souhait que j'ai envie de donner, c'est que tu gardes cette force-là, ce sourire-là, je sais que c'est pas facile tout le temps, c'est pas évident. Ça, on le comprend bien, mais garde ce sourire et puis reviens nous voir. Avec plaisir. Parce que là, ça serait intéressant aussi de temps en temps que qu'on retrouve aussi des anciens invités qui passent aussi nous voir et nous redonner un petit peu de nouvelles. Ouais, avec plaisir. Merci. Et je sais que c'est pas toujours évident de parler de ces sujets-là, que ça touche, que il y a une corde sensible qui est là. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir accepté de parler de la maladie au travail. Et de ce sujet-là. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Vous pourrez retrouver évidemment l'épisode d'Amandine comme tous les autres sur la chaîne YouTube. Je vous conseille, alors là, moi je suis plus dans l'audio que dans la vidéo, mais là, franchement, allez voir l'épisode avec Amandine. Si vous nous écoutez en ce moment sur Spotify ou sur Deezer ou sur Ocha en streaming, allez voir l'épisode en vidéo sur notre chaîne YouTube parce que vous verrez le sourire et la force d'Amandine. Et là, ça change tout. Merci beaucoup. Merci. À très vite.